d'abord, bienvenue Martin, même si je t'ai déjà accueilli tantôt, mais donc re-bienvenue. Bienvenue à toutes et à tous ici donc dans le réseau des bibliothèques et de la ludothèque de Watermal-Boisfort pour ce Quelqu'un livre. Donc je ne sais pas si vous connaissez tous le concept de Quelqu'un livre, du coup je vais me permettre de le rappeler. C'est l'idée qu'un citoyen ou qu'une citoyenne de Watermal-Boisfort puisse venir livrer, partager avec nous sa passion autour du livre, des lettres, de l'oralité, qu'il soit écrivain comme Martin ce soir, éditeur, lecteur, traducteur. Et donc c'est de profiter, de se poser pour un peu voir le travail de cette personne. Alors, Martin, ce soir, on va déjà contourner une première règle de l'entretien, à savoir qu'on va se tutoyer, vu qu'on se tutoie dans la vie de tous les jours et que la plupart des gens qui sont là savent très bien que nous nous tutoyons. Et donc, en préparant cette rencontre, j'ai été un peu rechercher les chiffres. Et donc, en fait, c'est ta deuxième venue au Quelqu'un livre. Parce que si, pour ceux qui étaient là à l'époque et qui se souviennent, tu es venu une première fois en janvier 2015. C'était pour ton roman Le Cavalier. On était juste comme ça. Donc, tu vois, on tourne. Tu peux venir une troisième fois là et une quatrième fois là. Ça fonctionnera. Et donc, voilà, tu étais venu pour le Cavalier. C'était il y a 7 ans. On va en parler un peu par après encore de ce Cavalier. Alors, pour te présenter, on pourrait dire bien des choses, mais moi j'aime toujours bien lire le 4e de couverture. Alors, pour ceux qui ne sont pas issus du monde de l'édition, le 4e de couverture, c'est généralement le droit de choix de l'éditeur. Donc l'éditeur choisit ce qu'il veut mettre dessus. Quand l'éditeur est sympathique, il propose à l'auteur de quand même donner son avis, de valider, on verra si ça a été ton cas ou pas. Et donc, sur ta 4e de couverture, il est écrit « Martin Wieland est un écrivain belge. Après une jeunesse chahutée et beaucoup de petits boulots, dont cueilleur de tabac et planteur d'arbres au Canada, il devient scénariste de BD chez Tintin Reporter, puis chez Glénat, Delcourt et Lyode. Ce sont des maisons d'édition dont on parlera d'ailleurs un peu plus loin dans l'entretien. Il publie son premier roman en 2006, L'Incendiaire, puis en 2015, Le Cavalier, que je viens de nommer il y a quelques instants, et enfin, plus récemment, un recueil de poèmes, Je dois aller à Safi. Alors, première chose, est-ce que tu veux rajouter quelque chose à cela? Est-ce que tu te dis que si tu avais pu avoir plus de place, tu aurais mis d'autres choses, d'autres éléments? Non, parce que dans mon roman précédent, je pense que j'en avais un petit peu trop rajouté. Et donc je me suis dit, après coup, que c'était inutile et qu'il valait mieux être succinct. Et voilà, pas trop dire sur ma vie. J'avais l'impression d'en avoir trop dit et que c'était inutile en fait. Oui, dans le précédent, tu disais aussi que tu pratiquais les lagages d'arbres, que oui, tu travaillais en tant qu'éducateur dans un milieu psychiatrique. Je travaillais comme éducateur. Et j'avais même fait une confusion, j'avais dit élagueur en psychiatrie. Donc je me suis dit, je vais éliminer tout ça parce que sinon ça va. Élaguer. Oui. Et par contre, oui, j'étais scénariste, j'étais interporteur et chez différents éditeurs. J'ai travaillé dans le domaine psychiatrique pendant une trentaine d'années. Voilà, et puis pour le reste, on pourrait étoffer, dire plein de choses, que j'ai été cow-boy en Amazonie. Et ce qui n'est pas le cas, j'ai été cueilleur de tabac en Ontario, au Canada, ça oui. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, les éditions La Trace. Oui. Est-ce que tu peux un peu nous les présenter? Parce que c'est une maison d'édition relativement récente encore, mais qui monte dans le paysage littéraire. Voilà, est-ce que tu peux un peu nous les présenter, dire qui ils sont, comment s'est fait le travail avec eux, voilà. Écoute, je ne les ai jamais vus de visu, si je puis dire. On a toujours correspondu par Internet. Mais le contact, c'était mon ami Willy Lefebvre, ici à Bruxelles, qui m'a dit d'aller voir chez eux. Et donc, le premier contact que j'ai eu avec eux, oui, je leur ai d'abord envoyé un recueil de poésie, parce qu'il y avait la collection texte chez eux, en me disant que ça pouvait peut-être s'inclure dans cette collection-là. Et puis,
je me dis, tiens, je pourrais peut-être leur envoyer mon roman. Et non, je l'avais déjà envoyé une première fois, enfin je ne sais plus. Donc, Jean-Philippe Lafont m'a répondu, le texte poétique, c'est pas du tout pour nous, c'est pas dans notre collection. Par contre, le roman pourrait très très bien s'inclure dans la rubrique du roman, enfin voilà, donc il m'a répondu comme ça. Et puis on a un peu discuté de formalités, des choses comme ça, mais sinon, tout le travail qu'on a fait ensemble après était quand même assez facile, ils sont faciles au contact. Par Internet, ça se passe vraiment très très vite et on a eu parfois quelques mots comme ça, mais bon, voilà, ça me paraît tout à fait normal quand on publie un roman et quand on rencontre un nouvel éditeur de savoir à qui on a affaire, et puis voilà. Quoi. Alors, le souvenir est quand même plutôt bon avec eux, hein, c'est plutôt chouette. Alors, tu as dit plusieurs fois, donc on va justement parler de ce livre, tu as dit plusieurs fois roman. Et avant toute chose, moi je voudrais revenir sur cette appellation. Parce qu'elle est correcte à mes yeux. Mais je trouve qu'elle est un peu réductrice. Parce que, alors, le roman, oui, c'est une œuvre de fiction, on est d'accord, c'est vraiment une œuvre de fiction. Mais je trouve qu'il s'agit plus d'un conte, et on va en parler, d'un récit philosophique, tant par son contenu que par sa forme. Et donc j'avais envie d'abord de te demander, comment t'es venue l'idée d'écrire cet ouvrage ? Et est-ce que tu t'es mis des balises, des consignes d'écriture, puisque quand on le lit, c'est presque un olni, comme dirait notre ami Nicolas de Marvivo, pour objet littéraire non identifié. Il y a beaucoup de dialogues, il y a des parties qui sont vraiment des réflexions, presque une manière de philosopher, de réfléchir, de partager sur l'existence autrement qu'au niveau vraiment basique de malheureusement beaucoup de romans d'aujourd'hui. Donc voilà, comment t'es venue l'idée d'écrire ce livre et est-ce que tu t'es mis des règles, des consignes, éventuellement des contraintes? D'abord des balises, je n'en ai pas, enfin, sauf celles que j'ai choisies. Et donc, au niveau de l'idée d'écrire ce bouquin, j'avais d'abord écrit un conte, il y a déjà 25 ans, qui s'appelle Ramasseur d'étoiles, et qui m'était venu par un tableau que mes parents possédaient quand j'étais enfant, et qui s'appelle Ramasseur d'étoiles. C'était un peintre russe qui s'appelait Loukine, qui était un russe blanc, réfugié en Belgique, et qui est devenu un peintre, surtout dont les scènes, c'était surtout du folklore russe. Donc il y avait le tableau, le génie de la forêt, il y avait le ramasseur d'étoiles. Et quand j'étais enfant, cette toile me fascinait, parce que c'était des monstres dans la forêt, et puis c'était impressionnant. Maintenant, avec le recul, j'aime moins. Mais en tout cas, ça m'a beaucoup impressionné quand j'étais enfant. Plus tard, je me suis dit, pourquoi ne pas écrire un conte à partir de ça? Et à l'époque, ce qui me mobilisait, c'était aussi, malgré mon âge, j'ai toujours gardé quand même un sentiment de révolte par rapport à la société dans laquelle on vit, par rapport à plein de choses, plein d'injustices et plein de choses des choses qui me révoltent et par rapport à quoi je me sens souvent impuissant. Et donc, à l'époque, j'étais quand même fort mobilisé par ça aussi. Donc, j'ai voulu écrire un conte sur les problèmes que peuvent causer l'accaparement des richesses par quelques-uns, mais sous forme d'un conte. Et c'était un conte classique, un petit peu un conte oriental, avec une jolie princesse, un porteur d'eau et un sultan, et un méchant, bien sûr. Et alors, un ramasseur d'étoiles. Et puis, après coup, quand j'ai terminé ça, des années plus tard, je me suis dit, en fait, ce conte est trop classique. Le canevas me semblait toujours bon, cette idée de l'accaparement des richesses. Mais je voulais en faire une histoire moderne. Je me suis dit, pourquoi un porteur d'eau, pourquoi pas un livreur de pizza, ça encore bien mieux. Ça, c'est dans notre monde. Pourquoi pas pourquoi un espèce de prophète dans le désert, un SDF, c'est très bien. Et donc, de fil en aiguille, tous ces personnages qui étaient le frère du héros de la première version, qui s'appelait Mokhtar, si je me souviens bien, devient un copain, dealer de drogue dans la maison qui squatte dans la banlieue de la ville, que je ne nomme pas d'ailleurs. On va en parler après. Ok.
Alors, avant de plonger encore un peu plus dans le livre, on va se permettre de demander qui a lu le livre. Voilà, comme ça on sait jusqu'où on va. Donc, pour poser quelques éléments de ce livre, donc c'est l'histoire de gens singuliers qui ont parfois un passé familial lourd, qui vont se croiser par les hasards du destin et dont le lien entre eux va être en quelque sorte Zénon, un vieillard qui ramasse des particules d'étoiles tombées et qui les renvoie au ciel, d'où le ramasseur d'étoiles. J'ai noté que tu aimais assez bien la collision entre les personnages et que c'était déjà un peu comme cela dans le Cavalier. On a des personnages qui représentent différentes couches de la société. Était-ce une nécessité pour toi et surtout comment as-tu fait pour... Je trouve que ce qui fonctionne très très bien dans le livre, une des grandes réussites de ce livre, c'est qu'ils ont tous de la justesse dans leurs propos. Donc tu as réussi à ce que, aussi bien au moment où ils vont s'exprimer dans à travers les dialogues, que dans leur manière d'être, d'interagir avec les autres, je veux dire, selon le milieu social, le niveau social que tu leur as choisi, d'éducation, etc., ils sonnent tous vraiment justes. Il n'y en a pas un où on se dit, tiens, c'est un peu cliché, ou tiens, est-ce que l'auteur sait vraiment comment vit une jeune fille d'un père qui est très riche, qui vit en Espagne, etc. Donc voilà, moi c'était, est-ce que pour réussir à cette justesse, voilà, comment est-ce que tu as fait? Est-ce que tu t'es greffé des personnes en tête? Est-ce que tu as dit que tu te documentais rarement, voire pas du tout avant d'écrire? Pendant l'écriture, par rapport à certains dialogues, certains types de langage, par rapport au verlan, par rapport à certains types argotiques, là je me suis quand même renseigné parce que j'ai beau côtoyer des gens très différents, de beaucoup de milieux sociaux différents, moi je reste dans mon petit langage de petit bourgeois bruxellois. Et donc, c'est important. Oui, j'entends beaucoup de choses. Hein. Moi, je suis un peu comme une éponge, j'entends des gens parler. Tiens, il a dit quelque chose, c'est un mot que je ne connais pas, des choses comme ça. Et parfois, certaines grossièretés, des choses comme ça qu'on entend, mais qui sont parfois tout à fait dans le langage courant actuellement. Quoi. Donc, oui, en fait, non, je suis un peu comme une éponge. Hein. Je sens les choses. Comme je sens la société aussi, comment elle bouge, vers quoi elle va. Et donc voilà, je n'ai pas vraiment de mérite parce que j'ai l'impression que je fonctionne comme ça. Je suis dans un bus, je suis dans un carrefour, j'entends les gens parler et ça m'arrive de restituer ça dans ma tête, d'avoir une photographie sociale des gens autour de moi. Quoi. Voilà. Ça se sent vraiment à la lecture, hein, et au-delà du dialogue, et même dans le dialogue, en fait, au niveau du phrasé, il y a une musicalité du texte qui était déjà là dans le Cavalier. Dans le Cavalier, tu invitais, tu prenais Louise Attaque. Ici, tu mets une partie, justement, avec les étoiles, une chanson de Francis Cabrel. Donc, il y a vraiment une importance de la musicalité dans tes romans. Est-ce que c'est un rapprochement de la plume du poète, du scénariste et ce que j'ai trouvé aussi très intéressant, c'est que vraiment, chaque personnage a son propre langage et moi, en tant que lecteur, j'ai même entendu leur intonation dans mon oreille. Et donc, à aucun moment, quand je voyais le dialogue, je me suis dit, mais c'est qui parle? Parce que tout de suite, j'entendais la voix et je me disais, ah oui, c'est Zénon, c'est un tel, et ainsi de suite. C'est Madeleine. Ah ouais, non, ils ont chacun. Parfois, j'ai créé chez les deux malfrats. Paradoxalement, c'est celui qui est d'origine marocaine qui est le plus cultivé des deux. Et ils parlent tous les deux de la même façon, mais quand il s'agit d'un détail sur Scheherazade, le Belge dit Cherakai, et l'autre le traite d'abruti, et il dit non, c'est pas Cherakai, c'est Scheherazade. Et donc je voulais aller un peu à l'encontre de stéréotypes aussi, et voilà, c'est ça. Maintenant, là, franchement, je restitue ce que je sens autour de moi, dans tous les milieux sociaux, hein, que ce soit la bourgeoisie, que les SDF, que j'entends pas, avec qui je parle dans la rue, sur la place Cave aussi, hein, il y a plein d'ivrognes aussi, hein, je les écoute, comment ils parlent. Alors, c'est un roman aussi
qui, je trouve, a une ambiance toute particulière. Parce que donc, tu as parlé de cette ville-là, aux abords d'une ville que tu n'as pas nommée et que tu ne nommes pas du tout pendant tout le roman. Mais par contre, tu ramènes des éléments qui définissent vraiment la temporalité de l'histoire, puisque, par exemple, on a la livraison de repas. Alors c'est quelque chose dont on sait que c'est principalement dans ces années 2010-2020 que ça a vraiment explosé. On pense, on va pas citer de marque, mais à tous ces jeunes sur leur vélo, leur scooter, etc. Tu mets tel quel, d'ailleurs si elle lit un jour ton livre, mais ça risque pas d'arriver, elle pourrait te demander des droits d'auteur. Il y a la fameuse phrase de Nabila qu'elle a enregistrée à la propriété intellectuelle, non mais allô quoi. Il y a la crise des gilets jaunes. Il y a cette pratique du saut d'immeuble, alors peut-être que toi tu n'as pas vu à l'époque, mais au début des années 2000, il y avait un groupe, c'était dans les cités françaises, Plaine Saint-Denis, etc., qui s'amusait à sauter d'immeuble en immeuble, ils s'appelaient les Yamakasi, et Luc Besson en avait même fait un film. Et puis, donc il y a toutes ces choses qui sont vraiment accrochées, pointées, qui se relient avec, pour autant qu'on ait les références, avec des points de vue de la société, des éléments de la société. Et puis il y a cette ville où se déroule l'intrigue et qui n'est pas nommée, mais c'est la seule qui n'est pas nommée. Parce qu'après, tous les autres lieux, bon, comme tout le monde n'a pas lu le livre, il y a une partie qui se passe à la montagne, c'est nommé, la ville est nommée, il y a une partie qui se passe en Espagne, c'est nommé aussi. Donc il y a vraiment juste cette ville que tu n'as pas voulu nommer. Est-ce que c'est cette volonté, comme tu disais tout à l'heure, de laisser de la place au lecteur aussi, que le lecteur puisse se projeter des choses, s'approprier des choses et... Moi je pense que, oui c'est un peu Bruxelles, à un moment donné je parle de logements sociaux, c'est clairement ce que je peux voir à Boisfort ou à Jette, dans des endroits comme ça. Certains immeubles, des belles villas de la périphérie de la ville, on en voit ici à Boisfort. Il y a eu aussi des choses comme ça. Les maisons abandonnées, c'est plus rare, mais enfin, moi je me dis que la Belgique, c'est un pays qui n'existe pas. Peut-être que c'était peut-être une chance. Et donc, il y a une grande place pour l'imaginaire. Et pourquoi nommer Bruxelles? À un moment donné, dans un autre roman que j'avais écrit qui n'a pas été publié, je nommais toutes les rues. Vraiment, toutes les rues. Quelqu'un m'a dit, mais enfin, pourquoi tu nommes toutes ces rues, c'est pas utile. Ben voilà, à l'époque, ça me semblait utile pour ce roman-là, mais ici, je me suis dit non, je vais essayer de faire en sorte que c'est pas ça le plus important, voilà, c'est tout. Et parfois, je devais être vigilant, parce que bon, facilement, on peut donner un nom de rue ou quelque chose comme ça. Mais bon, voilà, non, je pense que la Belgique a ce... Pour moi, la Belgique, c'est vraiment le pays de l'imaginaire. Je pense qu'au niveau du kilomètre carré, il y a énorme... Je pense qu'il y a plus d'artistes chez nous qu'il y en a ailleurs. Mais malheureusement, pour nous, le marché est un peu petit. Si on avait un pays de la taille des États-Unis, je pense que ce serait vraiment intéressant pour nous. Okay. Alors, moi, la maison, juste petite parenthèse, elle m'a fait penser, si un jour tu vas te promener par là-bas, Drève de Lorraine, à la sortie de Bruxelles, il y a sur le côté droit, justement, quand on file vers Haute-Saint-Genès, une grande maison un peu caractère normande qui est à l'abandon depuis des années, et puis en rénovation abandonnée, c'est un nouveau style, et vraiment directement quand j'ai lu toute la partie sur la maison, c'est cette image-là qui m'est apparue. Alors, comme on est en train de le voir, il y a beaucoup de choses que j'aimais dans le livre, mais il y en a une plus particulièrement. Il s'agit d'ailleurs plutôt d'une phrase, et c'est très drôle parce que tu as un peu devancé cette phrase dans ta réponse. Une phrase, quelques mots, qui en cette période d'examen, de bac, de dissertation, pourraient prendre un côté particulier, et pas que à ce niveau-là. Donc en effet, aujourd'hui, dans les romans, on a de plus en plus d'autofiction, de mise en avant de l'auteur, de besoin de se dévoiler au travers des pages et des posts sur les réseaux sociaux. Et à la page 146 de ton livre, tu écris une phrase que je trouve géniale. S'il faut en retenir qu'une du livre, c'est celle-là que je prends. Finalement, se dit Nicodème, rien n'existe si on ne l'invente pas. Et je trouve, voilà, je trouve ça vraiment très intéressant comme phrase. Rien n'existe si on ne l'invente pas. Tu viens de dire que la Belgique était le pays de l'invention, où on pouvait avoir beaucoup d'imagination.
Et je me suis demandé, du coup, par rapport à cette phrase, est-ce qu'écrire pour toi, c'est t'offrir des suppléments de vie, inventer des choses qui n'y sont pas présentes? Voilà, est-ce que tu veux un peu disserter sur cette phrase? Moi, je pense que la plupart des gens ne s'autorisent pas. Je pense que beaucoup de choses sont permises, beaucoup de choses sont le domaine de l'imaginaire, de l'invention, pas seulement littéraire ou dans la peinture, mais aussi dans le domaine scientifique. Dans plein de domaines, je trouve que la Belgique est un pays où il y a eu beaucoup de créativité, beaucoup d'opportunités aussi. Et je trouve ça, moi j'aime beaucoup ça. J'aime bien l'imaginaire, j'aime bien les gens qui osent faire des choses. Et je trouve ça vraiment tout à fait chouette. Ça crée une société intéressante, ça crée une société de l'imaginaire, de l'invention. Ça génère des relations humaines plus intéressantes aussi. Je sais pas, comme tu dis, maintenant la seule chose qui nous intéresse c'est notre nombril. Franchement, notre nombril. Alors, on avance, on va arriver tout doucement vers la fin de l'entretien. Alors, tu ne savais pas au début de l'entretien qu'il y avait 13 questions. Et donc, assez habilement, tu as réussi à répondre à une question que je ne t'ai pas posée, mais que je vais quand même te lire, mais tu y as répondu sans savoir que je te la poserais, qui disait « On va s'éloigner à nouveau du livre et revenir vers le métier d'écrivain, pour autant qu'on puisse le qualifier de métier. Pour toi qui écris depuis 30 ans, est-ce que tu te considères comme un écrivain? Et si oui, comment tu définirais ce terme? » Et c'est tout ce que tu nous as expliqué il y a à peu près 40 minutes, en disant que dès ton adolescence, tu t'étais senti écrivain, ou tu as fait les liens avec Hemingway. Et donc, du coup, on file sur la question suivante. Alors, on a parlé d'éditeur, on a parlé d'auteur, mais on n'a pas encore parlé d'animateur, et plus précisément d'animateur d'ateliers d'écriture. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, mais il y a notamment des participants de cet après-midi, tu as accepté pour venir ici, on a fait un petit deal, on t'a dit on te fait un entretien, mais comme tu es déjà venu une fois, on va faire un partage, et tu as accepté d'animer un atelier d'écriture. Et donc voilà, est-ce que tu peux nous faire un retour sur cette expérience toute fraîche, puisqu'en plus c'était ta première fois Je dois t'avouer que j'étais plus inquiet pour ça que pour la présentation que je fais ici, parce que j'avais pas d'expérience. Et voilà, donc j'avais un peu peur de ça, effectivement. Mais finalement, je me disais en même temps, c'est une chouette expérience, ça peut être intéressant, ça va peut-être m'apporter des choses. Et effectivement, ça m'a apporté des choses. Et donc, on n'était que 3, je me dis tant mieux. Oui. Et donc, en fait, bon, j'étais parti du canevas du ramasseur d'étoiles en disant que voilà, à l'origine c'était un conte que j'avais écrit et j'en avais fait un roman. Est-ce qu'on pouvait imaginer un roman ou le canevas d'un roman à partir d'un conte actuel? Là, j'avais pris un exemple que tout le monde connaît, c'est La Belle et la Bête, qui est un conte que j'aime beaucoup. Mais donc, j'étais très surpris parce que j'ai eu 3 versions différentes, en fait. 3 personnes, 3 versions différentes. Alors, une a fait un canevas assez élaboré de choses qui se passent. Une deuxième est entrée carrément dans l'écriture à l'intérieur du roman. C'était tout à fait, ça me surprenait beaucoup. Et Philippe, qui est assis là, était aussi dans un canevas, un travail sur le temps, c'est ça qu'il disait. Oui. Un décalage de temps, entre 2 personnes qui s'aiment et qui se rencontrent, qui se fuient. Et le décalage du temps fait que finalement l'histoire ne se fait pas au moment où elle aurait dû se passer, mais elle se fait 40 ans plus tard ou 30 ans plus tard. Et ça, je trouvais ça intéressant aussi. Enfin, donc pour dire que 3 personnes très différentes, d'un point de vue très différent, quoi. Je trouve ça vraiment intéressant. Et donc peut-être que je le referai, pourquoi pas. Ok. Alors, l'ordinateur nous fait bonjour. On a parlé d'une multitude de choses, on pourrait continuer encore longtemps, mais je pense que parfois il faut
un peu s'arrêter. Et donc, avant de clôturer l'entretien et d'aller vers les questions du public, je demande toujours, est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais ajouter ou évoquer, que tu t'es dit, bah tiens, moi, dans cet entretien, j'aurais bien voulu pouvoir parler de ceci ou de cela, et on n'en a pas parlé. Voilà, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Honnêtement, je me sens comme un livre vide pour l'instant. Donc toi, tu remplis les pages. Et donc, si les lecteurs éventuels ou les participants veulent le remplir aussi, pourquoi pas, quoi. Ils peuvent me poser des questions. Alors, y a-t-il des questions? Oui. Je voulais te demander si dans le personnage de Zénon, qui est un peu parfois disjoncté, justement ton expérience en asile psychiatrique, tu crois que t'a servi un peu à décrire ce personnage ou ça n'a rien à voir? Oui, j'ai rencontré beaucoup de gens un peu à la marche et un peu à la masse, comme on dit. Mais parmi eux, des gens extraordinaires, même s'ils souffraient de maladies mentales, des choses comme ça, mais il y avait des gens vraiment extraordinaires là-dedans. Et d'autres, un peu comme Monsieur Tout-le-Monde, parfois intéressant, parfois pas. La folie, ce n'est qu'un des aspects, parce qu'il y a la personnalité qui est derrière d'une personne qui est là, quoi. Et le délire fait que ça prend une autre extension, mais en fait, il y a toujours une personne derrière et qui est plus ou moins apaisée ou pas. Et le boulot que j'avais, c'était aussi de pouvoir apaiser des gens, de pouvoir parler avec eux de telle sorte qu'ils ne se sentent pas persécutés. Les Zénon, non, je le voyais un peu comme un SDF à la belge, comme ça, bien, avec un langage bien cru. Et, Parce que moi je trouvais qu'il y avait une certaine bipolarité, comme ça par moments il dort, il disparaît, et puis il réapparaît, et alors là il est très actif, et il dit allez bon on y va. Et donc il a deux aspects, des fois il sortit complètement, et des fois il apparaît, il est très actif. Ouais, c'est peut-être une part de ma personnalité, dans le sens que parfois je ne suis pas actif et alors je démoralise. Parfois je deviens très très actif et alors je deviens comme ça, tout le monde doit me suivre. Et j'ai peut-être des côtés bipolaires aussi, moi, on ne sait jamais. Mais non, je ne sais pas, moi j'ai rencontré Thierry à SDF sur la place, ici. Parfois, il était complètement délirant. Quand je lui apportais de la soupe, il était déçu parce qu'il voulait juste que je lui apporte une bière. Mais il y avait moyen de parler avec lui. Quand il n'était pas bourré, il y avait parfaitement moyen de parler avec lui. Il avait toute une vie. À un moment donné, il est tombé au bord de la route. Il dormait en plein hiver, à moins 2 ou moins 3 degrés. Mais, oui, mais des gens comme ça, pour moi, c'est des gens qui m'intéressent dans le roman. Et les gens parfois plus à la marge de la société. Ça permet de créer un contraste avec ceux qui sont entre guillemets normaux. Et voilà. Et puis dans les gens entre guillemets normaux, ben, il y a aussi des gens plus fragiles, des gens plus forts. Tout ça, c'est de la matière pour écrire des romans. Hein. C'est pas de... C'est ça. Voilà. Zénon, le prénom n'a rien à voir avec les paradoxes de Zénon, qui ont quelque chose d'un peu délirant, je crois. Enfin, j'ai jamais vraiment très compris. Non. Est-ce que la mythologie est une des choses qui vous intéresse ou... Oui, mais je suis venu à Zénon parce que je m'intéressais à la lumière du ciel. Et comme le personnage de Zénon est forcément, il vient, c'est une étoile. En fait, on ne sait pas, c'est une étoile qui était, ce qu'il le raconte lui-même, c'était une étoile résonneuse. C'est-à-dire que... Qui le raconte dans votre roman? Oui, dans mon roman, c'est une étoile qui... il n'aimait pas trop l'amour passionné, des choses comme ça, et alors... et donc, il résonnait trop. Et alors les autres étoiles lui ont dit, puisque tu aimes bien résonner, va donc t'occuper de nos retombées amoureuses sur Terre. Et donc c'est comme ça qu'il devient un homme sur Terre et qui ramasse les retombées amoureuses de ceux qui se confrontent à l'amour et qui perdent fatalement des parties d'eux-mêmes.
Et donc lui il va sur Terre et puis jusqu'au moment il tombe sur la femme des deux gangsters et il devient amoureux d'elle. Enfin, moi je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais enfin... Est-ce que ça a à voir avec le Zénon de Marguerite Yourcenar dans le produit? Le nom peut-être, oui. Parce que le personnage? Oui, je ne sais plus les détails du roman de Yourcenar, mais de toute façon Zénon fait référence à la mythologie, à la lumière du ciel, des choses comme ça. Peut-être à l'ouverture d'esprit, parce que Zénon dans le roman de Yourcenar, c'est aussi quelqu'un qui est en rapport avec... enfin, il était contre l'obscurantisme de l'époque, et c'est de ça dont parle Yourcenar, si je me souviens bien. Oui, tout à fait. Et qui est rejeté justement par la société, quoi. Par l'Inquisition. Enfin, par l'Inquisition. Oui, c'est ça, par l'Inquisition. Voilà, c'est ça. Une autre question? Martin, moi j'ai bien aimé l'entrée en contact entre cette femme, une des femmes des gangsters, qui est d'un milieu social assez populaire, et puis elle tombe amoureuse de Zénon, qui est un personnage fantastique en fait, de conte. Et j'ai bien aimé cette collision-là, enfin cette... Oui, mais c'est ça, moi c'est ce qui m'intéresse, c'est des collisions. Pas c'est le bon mot, mais c'est... Des rencontres improbables. Ouais, ça. Et qui sont rendues possibles parce que les gens sont sortis de leur petit canevas privé, quotidien, ils sont projetés ailleurs, et alors ils rencontrent des gens qu'ils n'auraient jamais rencontrés. Et comme, moi, ça m'est arrivé quelquefois dans ma vie, et enfin, on se rend compte qu'il y a des gens qui ont une manière de parler complètement différente, un système de pensée complètement différent. Et alors nous, on est là avec nos croyances, et en fait, on est à côté de la plaque. On a nos pensées, c'est tout. Mais que ce soit dans d'autres langues aussi, quand j'étais aux États-Unis, au Canada, j'ai aussi été confronté à des gens très très différents, qui avaient une manière de penser le pays, très très nationaliste, mais pas dans un sens négatif pour autant, hein, alors que moi, en tant que Belge, je ne me sentais absolument pas nationaliste, et donc je ne comprenais pas pourquoi est-ce qu'il fallait dresser son drapeau devant sa maison. Et c'est quelque chose qui m'échappait complètement, et bon voilà, dès qu'on voyage, socialement ou géographiquement, on rencontre des gens différents, c'est ça. Voilà. Plus de questions. Ici aussi, on rencontre des gens différents. Oui. J'ai une dernière question. Il y a un truc que je n'ai pas trop compris. Pourquoi tu fais ça, en fait? Dans le livre, j'ai lu il y a quelque temps, donc je ne me rappelle plus du terme, mais quand le héros, Nicodème, va dans une cité, justement, pour aller sauter, il est confronté aux habitants ou aux jeunes du quartier, je ne sais pas, et tu leur donnes un nom, tu dis les choses. Oui, les choses grises ou froides. Non, les choses. Les choses froides. Les choses froides. Les choses froides, oui, c'est ça. Les choses froides. Et qu'est-ce que tu as voulu... Mais parce qu'en fait, c'est pas facile à utiliser, parce que... Mais au moment où il se fait dévaliser par les habitants, ouais. une petite bande, il ne parvient pas à identifier ce qui se passe. Il sent quelque chose d'un peu ignoble qui se passe autour de lui, on le dévalise, on entre dans son pantalon, on entre dans sa chemise, et il dit, il y a une chose, je me sens dévalisé par une chose. Ah oui. Comme si c'était un espèce d'horrible mollusque, assez ignoble. Et donc, à un moment donné, il parvient à se débarrasser de cette chose et à s'enfuir. Et donc, j'ai identifié la bande à la chose froide. D'accord. Et à un moment donné, il monte dans les escaliers de l'immeuble et il rencontre d'autres gens qui ne sont pas si froides que ça, il le dit. Et alors, il se débarrasse de cette terminologie. En fait, je me suis dit, tant qu'on ne rencontre pas les gens, on peut les qualifier parfois de choses. Ouais, et en plus, quand c'est dans un quartier où il y a tous des allochtones, et la différence parfois peut être telle qu'on voit ça comme quelque chose d'éloigné et d'étrange. Et puis ça cesse tout à fait d'être une chose à partir du moment où il fait le saut entre d'autres immeubles, et puis il entend les yo-yo des femmes sur l'immeuble d'où il était issu, et puis les
propositions de travail, de rendez-vous, enfin bon, tout ce qu'on peut imaginer. Mais la chose pour moi, c'était en fait, tout être humain peut identifier un autre comme une chose, parce que c'est comme ça qu'il y a des guerres d'ailleurs aussi, hein, parce qu'on ne parvient pas à mettre une phrase, un visage ou un accent sur quelque chose d'étranger. C'est vrai qu'après, les visages s'incarnent après. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si je l'ai parfaitement réussi, mais je crois que c'est ça. Voilà. Parce qu'au moment même, j'avais peur que ce soit mal interprété, parce que ce n'était pas mon but en fait. Je voulais vraiment que tout ce qui soit étrangeté dans le moment soit identifié comme une chose. Et puis que ça cesse de l'être à un moment donné. Je comprends. Voilà. Donc ça cesse de l'être, ça veut dire qu'il y a tout le temps, je n'ai pas mis, un balancement entre le conte ou quelque chose d'un peu fantastique ou très osé dans l'imaginaire et on retombe dans le réel, quoi. Oui, mais... Enfin, je dis ça parce que moi j'ai un peu un problème, j'ai eu un beau trajet avec des amis conteurs ou conteuses, mais ça reste étranger pour moi. Ah oui. Comme un univers, et donc je me dis, je me demanderais comment un auteur peut d'emblée entrer tout à fait dans le monde du conte. Mais apparemment, vous, c'est plutôt un outil, une sorte d'incitation à franchir un peu des frontières, mais le livre reste dans la rationalité, dans la temporalité d'aujourd'hui. Oui. Parce que moi, j'ai du mal à en sortir. En écoutant un conte, il était une fois... Je trouve qu'on peut passer de l'un à l'autre. C'est ça qui est étonnant. Oui. Pour moi, je l'ai peut-être plus... Je pense que c'était là, timidement dans le cavalier encore, je pense. Là encore, je ne suis pas sûr. Ici, je me suis dit, ben voilà, fais-le. Tu l'as pas fait, vas-y. Et donc finalement, dès qu'on parvient à donner une crédibilité à des personnages, même si c'est plus de l'ordre du conte, ben ça, voilà, on y est, c'est tout. Et donc, je pense qu'on peut se permettre beaucoup de choses dans la création, hein, je veux dire, dans tous les domaines créatifs. Parfois ça ne marche pas aussi, hein, parfois ça peut ne pas marcher, mais voilà. Oui, c'est intéressant. Ouais. Il n'y a pas de règles. En fait, les artistes sont un peu des malfrats, quoi. Ils peuvent se permettre de bousculer les règles, les lois. Et du moment que ça marche. Oui, c'est ça. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Alors, s'il n'y a plus de questions, avant de passer au petit drink, pour ceux qui n'ont pas encore le livre de Martin et qui voudraient l'acquérir, Martin est venu avec sa petite pile sous le bras. Alors, avec Martin, on était à 30 ans d'écriture. Si ça vous intéresse, mardi prochain à 18h30, au même endroit, donc mardi 21 juin, on sera à 40 ans d'écriture et on retraversera l'œuvre de Didier Van Coelaert. L'affiche de l'événement est juste là, contre la bibliothèque. Donc si vous aimez cet auteur, ou au contraire si vous ne l'aimez pas, ou si vous ne l'avez jamais lu et que vous voulez découvrir un peu plus, rendez-vous mardi prochain à 18h30 ici. Merci beaucoup d'être venu et donc on va procéder au petit drink. Merci Martin. Merci à vous.